Et nous passons dans la joie et la bonne humeur à la présentation du baromètre responsabilité sociétale des entreprises par les étudiants et étudiantes de la Haute École de Gestion que j'invite à venir me rejoindre. On leur donne un petit peu d'encouragement, s'il vous plaît. Bonjour à tous, alors je m'appelle Luis Miranda, je ne suis plus étudiant à la HEG, je suis maintenant assistant HES pour les formations en management durable. Donc aujourd'hui je prends la place de la chargée de cours qui supervise cette étude-là, donc Capucine Laurence qui n'a pas pu être là et elle s'en excuse. Et du coup je vais, avant même de laisser la parole aux étudiants, je vais faire une petite introduction à ce baromètre. Donc, le baromètre RSE, c'est un baromètre qu'on fait depuis maintenant 4 ans. On a fait 2 éditions sur la RSE et une édition sur la consommation durable. Donc aujourd'hui, on fait une édition sur la RSE, donc la 3e édition. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de ce baromètre. Vous allez ensuite avoir accès au rapport qu'on a fait, un rapport qui est, je vous le rassure, assez digeste. Le but, ce n'était pas non plus d'être trop de texte, mais beaucoup de graphiques surtout et de chiffres, ce qui vous permettra notamment d'avoir plus d'informations complémentaires à cette présentation. On a abordé plusieurs points dans ce baromètre. On a les questionnaires des entreprises, donc les étudiants sont allés questionner des entreprises pour ensuite analyser les réponses. On a attaqué les thèmes de la gouvernance, des employés, de l'environnement, de la chaîne d'approvisionnement et les achats, ainsi que les éthiques des affaires et surtout les freins et les besoins de ces entreprises-là. Pour faire un peu sur la méthodologie de notre échantillonnage, enfin pour vous expliquer comment est-ce que ça s'est déroulé, donc on s'est consacré qu'à des entreprises du canton de Genève. On a interviewé 72 entreprises, surtout avec une démarche qualitative. On a réussi à avoir à peu près un quart de réponses qui étaient plutôt quanti, avec l'aide de la CCIG et de la Raiffeisen qui ont pu partager le questionnaire auprès de leur canal de communication. Enfin, il y avait plusieurs entreprises avec des secteurs d'activité variés. Avant de passer la parole aux étudiants, donc je vais vous donner aussi un peu le profil de ces entreprises-là. Donc on voit qu'on a eu à peu près des entreprises en termes d'équivalent plein temps assez variées. On conçoit que la plupart des PME et TPE, enfin ça représente à peu près 90%, un peu moins de 90% à Genève, donc on n'a pas eu 90% de TPE, mais c'est aussi assez cohérent avec notre démarche vu qu'on approche les entreprises en leur posant des questions sur la RSE, et c'est sûr que les très petites entreprises qui font ou qui ont une démarche RSE, ça ne court pas forcément les rues, donc ces chiffres par rapport à ces entreprises qu'on a réussi à approcher sont assez cohérents, mis à part qu'ils peuvent être pas forcément exactement représentatifs du tissu économique genevois. Assez parlé, je vais laisser la parole à Kumba, qui va vous parler de la gouvernance. Bonjour à tous. La première thématique qui sera abordée est la gouvernance. La gouvernance est fondamentale pour la RSE car elle définit la manière dont les entreprises intègrent les préoccupations environnementales, économiques et sociales dans leurs activités et interactions avec les parties prenantes. Une bonne gouvernance permet donc aux entreprises de conduire leurs activités de manière durable, responsable et bénéfique pour l'ensemble de la société. Lors de ce baromètre, nous avons demandé aux personnes interrogées de définir ce qui était la responsabilité sociétale selon eux. Je cite, « La RSE, c'est quand les entreprises prennent des initiatives pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Et selon la définition de la Haute École de Gestion de Genève, la RSE est définie comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. » Nous avons ensuite évalué le niveau des connaissances des entreprises sur une échelle de 1 à 5, 1 ayant pas de connaissances et 5 étant experts. 13% des entreprises sondées estiment avoir peu, voire pas de connaissances en termes de RSE. En revanche, ce sont plus de 55% des entreprises qui
qui affirment avoir un niveau entre 4 à 5, soit de très bonnes connaissances en termes de RSE. Concernant la mise en place d'une démarche RSE, ce sont 53% des participants qui ont déclaré avoir mis une démarche de manière structurée. Cela peut inclure des politiques et des pratiques claires, ainsi que des objectifs mesurables. 25% l'ont fait de manière informelle et 22% déclarent ne pas avoir mis en place de démarche RSE. Notre analyse aussi montre que ce sont les grandes entreprises qui ont mis une démarche de manière structurée et les petites de manière informelle. Concernant les axes prioritaires, la majorité des actions se portent sur les aspects sociaux. Ensuite, les préoccupations environnementales et de gouvernance arrivent respectivement en 2e et 3e position. Pour les actions priorisées pour l'aspect social, ce sont la santé et la sécurité au travail, le bien-être des employés ainsi que l'égalité des genres. Pour l'aspect social, environnemental, ce sont la réduction de l'empreinte carbone, les achats durables ainsi que la mobilité. Et pour la gouvernance, les actions priorisées sont la transparence, la diversité et inclusion, ainsi que le devoir de vigilance. 39% des entreprises sondées déclarent avoir un collaborateur qui est consacré uniquement à la RSE. C'est une tendance qui est relativement positive car ça montre que les entreprises connaissent l'importance d'investir dans des ressources humaines pour gérer et promouvoir leurs initiatives de responsabilité sociétale. Nous arrivons au dernier sujet de cette thématique qui est relatif aux parties prenantes. La majorité des répondants reconnaissent l'importance d'identifier les parties prenantes et environ 3/4 des organisations ont identifié leurs parties prenantes, que ce soit de manière structurée ou informelle. Et concernant l'identification des attentes des parties prenantes, la majorité, soit 56% des entreprises, préfèrent des méthodes qui sont informelles. Ces méthodes permettent des ajustements rapides et une interaction plus spontanée avec leurs parties prenantes. En revanche, 37% utilisent une approche qui est structurée, qui démontre un formalisme élevé avec des mécanismes clairs et des procédures formelles pour une communication et un engagement efficace. Enfin, 7% des entreprises sondées ne connaissent pas les attentes de leurs parties prenantes. Merci, nous allons passer à la prochaine thématique. Donc, merci Comba pour cette présentation de thématique gouvernance. Donc moi, je vais plus m'aborder sur la thématique employée. Donc tout premièrement sur l'écart de rémunération. Donc quand on parle d'écart de rémunération, c'est vraiment l'écart entre le plus faible salaire et le plus élevé dans l'entreprise. Et donc le graphique nous montre qu'environ la moitié de toutes les entreprises sondées sont au courant de l'écart de rémunération au sein de leur entreprise. Et qu'en uniquement 38% n'ont pas vraiment de connaissances et 14%, donc assez faible, ne souhaitent pas répondre. Donc le motif d'explication, c'est que tout clairement, ça s'explique par 4 éléments qui sont vraiment ressortis lors des interviews. Donc tout premièrement, c'est l'ancienneté de l'entreprise. Évidemment, plus on est ancien dans l'entreprise, plus on a une rémunération plus grande. Ensuite, il y a la différence de responsabilité. Donc les différentes responsabilités entre les postes sont également un écart de rémunération. Ensuite, il y a le niveau de formation des compétences de chacun qui joue un rôle. Et un point intéressant, c'est les négociations salariales. Donc apparemment, il semble que les négociations salariales jouent un rôle important et peut conduire justement à une différence de rémunération au sein de l'entreprise. Par rapport à la proportion de temps partiel, donc 40%, c'est la moyenne de temps partiel dans les organisations qu'on a effectivement sondées. Et du coup, les réponses indiquent qu'environ un tiers de la présence de temps partiel est souvent le résultat de la combinaison entre les deux parties, que ce soit pour les choix des salariés et de l'organisation. Mais il y a quand même une tendance qui se dégage, c'est vraiment le choix des salariés à environ à la moitié. Donc ça montre que vraiment les salariés ont une préférence justement d'avoir un horaire un peu plus flexible et temporaire pour avoir une certaine flexibilité opérationnelle et aussi, on parlera après, sur une balance vie privée professionnelle plus correcte. Ensuite, par rapport à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, donc près de 3/4 des organisations affirment garantir l'égalité salariale au sein de l'organisation. Donc c'est plutôt très encourageant. Uniquement un peu moins d'un tiers n'ont toujours pas, malheureusement.
Il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en compte. Donc, évidemment, il y a des entreprises qui ont des échelles, des grilles salariales qui permettent justement l'égalité salariale. Et un autre aspect qui est sorti à très faible niveau, c'est environ 3% des sondés, c'est les certifications d'égalité salariale. Donc, à savoir, telles que Equal Salary, qui a été mentionné lors de nos interviews. Et en fait, ces certifications sont souvent utilisées par des organisations de grande taille ou soucieuses justement de la transparence et de l'équité dans leur entreprise. Et ça montre vraiment un engagement formel et engagé. Donc à voir si sur les 73% des personnes qui garantissent l'égalité, la tendance future ira également sur des certifications qui prouveront encore davantage cette démarche. Ensuite, par rapport à la proportion de femmes et hommes occupant des postes à responsabilité, donc quand on parle de postes à responsabilité, cela inclut donc les positions cadres exécutifs, telles que la direction, les cadres des chefs d'équipe et le management. Donc on voit que la balance elle est vraiment quasi égale. 55% des hommes et 45% des femmes occupent des postes à ce sujet. Et du coup, la représentation des femmes dans ces postes à responsabilité est un indicateur important qui montre l'égalité des sexes et l'avancement entre guillemets, au niveau professionnel des femmes au sein des organisations. Donc c'est vraiment une tendance importante et essentielle que les organisations continuent de promouvoir la diversité et l'inclusion en encourageant la participation des femmes à tous les niveaux dans l'entreprise. Pour terminer l'aspect sur les employés, on s'est aussi interrogé sur les conditions de travail et les aspects prioritaires. Donc pour les personnes interviewées, les aspects prioritaires, donc le top 5, sont en première position. Enfin, les deux premières positions, c'est vraiment les éléments qui sont ressortis le plus. Donc il y a l'intérêt pour le sujet et le travail, la formation et les compétences. Donc ça, c'est vraiment les deux axes qui sont ressortis à haut niveau. Ensuite, il y a le respect vie privée professionnelle, l'ambiance de travail et puis la flexibilité des horaires qui s'explique aussi avec ce que j'ai dit précédemment au niveau du temps partiel. Donc on a essayé de s'informer sur les conditions de travail en posant justement des questions là-dessus, car on cherchait à comprendre qu'est-ce qui était le plus important pour les employés lorsqu'ils évaluaient leur environnement de travail au niveau professionnel. Et cette démarche elle permet également aux organisations de mieux cerner les attentes de leurs employés et d'adapter justement leur politique en conséquence pour créer vraiment un environnement propice à la productivité, à l'épanouissement personnel et à la satisfaction professionnelle. Alors, bonjour à tous. Ensemble, on va aborder la thématique de l'environnement de notre baromètre. Donc, pour commencer, concentrons-nous sur les actions les plus couramment menées par les entreprises interrogées. Alors, tout d'abord, on a des politiques de mobilité, notamment ça se traduit avec des plans de mobilité, des politiques zéro déchet, le télétravail qui est en hausse depuis la crise du Covid et qui permet de limiter les déplacements des employés et l'utilisation toujours plus importante des énergies renouvelables. Effectivement, pour pouvoir entreprendre des actions, il faut pouvoir cibler des points faibles ou des volontés d'amélioration. Il y a plusieurs manières de procéder, de manière spontanée, avec des observations internes, un bilan carbone ou un audit interne. Effectivement, les deux premiers points cités sont des points beaucoup plus spontanés et qui demandent beaucoup moins de structure, alors que les deux derniers sont beaucoup plus structurés, donnant un peu plus d'impact à la démarche et de poids. Maintenant, effectivement, on a parlé de l'utilisation toujours plus grande des énergies renouvelables et ça se traduit effectivement par ces données-là. Cette année, dans cette édition, on recense une part d'utilisation des énergies renouvelables dans 67% des entreprises interrogées, légèrement plus que l'année passée. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que 2/3 des entreprises interrogées utilisent au moins 30% d'énergie renouvelable. Ce qui peut se traduire avec effectivement les politiques environnementales actuelles et la volonté d'utiliser plus d'énergie renouvelable. Maintenant, parlons du recyclage. Effectivement, parmi les entreprises interrogées, 56% d'entre elles affirment avoir mis en place une démarche de recyclage des déchets. Ce qui est encore plus positif, c'est que dans 60% des cas, ces démarches sont accompagnées d'objectifs de tri quantifiés. Encore une fois, ça apporte de la structure et du poids à la démarche. Maintenant, effectivement, mes prédécesseurs ont parlé des stratégies carbone. Et effectivement, ça se traduit encore une fois dans nos chiffres. 69% des entreprises interrogées ont mis une stratégie carbone en place. Donc on voit que cette mesure a gagné 19 points par rapport à l'édition précédente de notre baromètre, ce qui est plutôt encourageant.
Effectivement, une telle mesure nécessite des outils. Parmi ces outils, les plus couramment utilisés sont le bilan carbone, l'analyse cycle de vie, que ce soit d'un produit ou d'un service, et l'utilisation de guides sectoriels qui visent à appuyer la démarche et l'encadrer. Et effectivement, qui dit stratégie carbone dit action. Et parmi ces actions, il y a principalement la réduction de la consommation d'énergie, la modification de la mobilité des salariés et l'installation de panneaux solaires. Donc si vous m'avez bien écouté précédemment, ça coïncide tout à fait avec les actions menées de manière globale en termes environnementaux. Et puis pour finir, effectivement, les entreprises ont la possibilité d'opter pour des labellisations ou des certifications. C'est évidemment des choses qui impactent fortement l'image d'une entreprise de manière positive, mais qui demandent beaucoup d'investissement, et on voit d'après nos chiffres que ces entreprises ne sont pas encore prêtes à s'investir suffisamment dans ce sens, puisque seuls 36% des entreprises interrogées sont à l'heure actuelle certifiées ou labellisées. Merci. Donc je vais aborder une des autres thématiques qui est la chaîne d'approvisionnement et achat. Donc tout d'abord sur l'évaluation RSE des fournisseurs, donc on a tenté de chercher justement si les organisations qu'on a sondées évaluaient les impacts sociaux et environnementaux de leurs fournisseurs. Donc on voit qu'il y a 45% malheureusement, c'est non, c'est négatif. En revanche, plus de la moitié, du coup 55% le font, donc il y a à peu près un tiers de manière informelle et uniquement 20% de manière structurée. Donc pour les entreprises qui font de manière structurée, ça montre une certaine conscience de croissance en termes de responsabilité sociale et environnementale dans toute la chaîne d'approvisionnement, qui est cruciale pour les entreprises souhaitant minimiser justement leur empreinte écologique et améliorer leur image. Ensuite, par rapport du coup aux critères des choix des entreprises dans la sélection de leurs fournisseurs, donc les aspects qui ressortent le plus, comme j'ai dit, c'est les critères sociaux et environnementaux. Mais il y a également ici donc, une citation d'un interviewé qui a dit que les 3 piliers entre guillemets, de l'évaluation RSE des fournisseurs, c'est la fiabilité, la durabilité et évidemment l'aspect financier. Ensuite, concernant les fournisseurs identifiés comme durables, donc on a également posé la question aux différentes organisations sondées si ils identifiaient leurs fournisseurs de manière durable ou non. Donc là, la répartition met en évidence vraiment une tendance positive vers la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement, avec une majorité des organisations qui justement s'engagent et reconnaissent l'importance de collaborer avec des fournisseurs durables, même si toutes ne maîtrisent pas encore la proportion totale de la durabilité de leurs fournisseurs. Donc comme on voit sur le graphique, plus de la moitié identifient leurs fournisseurs comme durables sans connaître la proportion, et environ un peu moins d'un tiers le font dans la globalité. Pour terminer sur la chaîne d'approvisionnement et des achats, on a également sondé les organisations pour savoir si le besoin des clients, qui est également très important, coïncidait avec le terme de durabilité. Donc le graphique ici illustre les besoins et demandes des clients en termes de durabilité et qui est évalué sur une échelle de 1 qui correspond à aucune demande à 5 qui est une forte demande. Les données montrent qu'environ un tiers des répondants classent du coup les besoins de leurs clients en durabilité au niveau moyen, donc 3 sur 5. Un peu moins d'un tiers sont au niveau 4 et on voit qu'entre modéré et fort, c'est plus de 65% des organisations qui identifient les besoins des clients comme durables. Donc ces résultats, ils suggèrent vraiment une prise de conscience de la demande croissante des produits et services durables parmi les clients, avec une majorité des organisations justement qui observent un intérêt aussi, donc comme j'ai dit, modéré à fort pour la durabilité de leur clientèle. Donc les organisations doivent vraiment continuer sur cette tendance et tenir compte justement de l'évolution de la demande du marché, des changements de comportement des consommateurs et justement faire en sorte de justement toujours satisfaire la demande des clients. Merci. Me revoici. Alors, parlons d'éthique des affaires cette fois-ci. Alors, parmi les entreprises interrogées, 46% d'entre elles ont établi une politique officielle en matière d'éthique des affaires. Pour les entreprises n'étant pas au bénéfice d'une telle mesure, dans certains cas, elles ont quand même appliqué des mesures complémentaires comme les règlements internes, les codes de conduite et les règles de confidentialité.
Maintenant, effectivement, dans notre cas, on peut trouver une corrélation entre la RSE et l'éthique. Je m'explique, dans 70% des cas, les entreprises ayant une politique RSE structurée ont également une politique d'éthique des affaires, donc ce qui peut montrer que les deux mesures sont complémentaires. La structuration d'une RSE amène à l'étude d'une politique d'éthique des affaires. Maintenant, parlons de collaboration institutionnelle. Donc, parmi les entreprises interrogées, 65% d'entre elles, ayant collaboré avec des institutions publiques, politiques et associatives, ont établi une politique officielle en matière d'éthique des affaires. On sait souvent, les institutions publiques sont un peu plus avancées en la matière et donc privilégient les collaborations avec des entreprises privées qui partagent les mêmes valeurs qu'elles. Cette fois-ci, toujours une collaboration, mais cette fois-ci avec des fournisseurs identifiés comme durables. Donc certaines entreprises font le choix de travailler avec ce type de fournisseurs, mais méconnaissent leur pourcentage. Et donc parmi ces entreprises, 60% n'ont pas de politique d'éthique des affaires. Et dans le cas contraire, certaines entreprises ne collaborent pas avec ce type de fournisseurs et dans 75% des cas, elles n'ont également pas de politique d'éthique des affaires. Donc encore une fois, ça appuie le fait que les entreprises qui sont au bénéfice d'une politique d'éthique des affaires privilégient de travailler avec des fournisseurs durables pour partager les mêmes valeurs avec eux. Maintenant, effectivement, on a vu que la RSE, c'est une démarche qui est compliquée à entreprendre et nous avons identifié plusieurs facteurs d'influence. Parmi eux, le manque de temps et le manque de budget. On voit que pour le manque de temps par rapport aux éditions précédentes, c'est assez stable, alors que le manque de budget, on voit que ça a bien diminué par rapport à l'édition précédente. Comment expliquer ça? Effectivement, peut-être les entreprises commencent à être plus sensibilisées à la démarche et sont du coup prêtes à investir un peu plus d'argent. D'autres facteurs valaient la peine d'être évoqués aujourd'hui, comme la difficulté à évaluer l'impact ou les gains d'une telle démarche, la difficulté à animer la démarche et la diversité des sujets de la RSE. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que 42% des freins évoqués durant notre questionnaire ont été cités par des entreprises avec une démarche RSE structurée. Ce qui laisse penser qu'effectivement, plus on entreprend la démarche, plus on va loin dans la démarche, plus on est opposé à des freins, ce qui pourrait justement justifier ce chiffre. Maintenant, je prends cette phrase d'un des interviews dans le cadre de notre baromètre que je trouve très intéressant, qui résume un peu la globalité. Cette personne nous dit « Les investissements nécessaires pour mettre en place des initiatives RSE peuvent être limités, ce qui rend difficile leur implémentation complète. Il y a le manque de compréhension des enjeux ou de résistance au changement, mais également des contraintes de temps en raison d'autres priorités opérationnelles ou des ressources limitées disponibles. » Effectivement, toutes ces entreprises qui sont opposées à des freins ont besoin d'accompagnement. Les mesures les plus citées sont le besoin de subventions et de financement, de réglementation et d'allègement fiscal, ce qui coïncide tout à fait avec ce manque de budget cité précédemment. Maintenant, effectivement, il y a un autre frein que je n'ai pas évoqué précédemment, c'est de combler un manque général de compétences. Effectivement, rares sont les entreprises qui ont une personne qui est affectée à entreprendre une démarche RSE, notamment dans les petites entreprises. Donc, pour combler ce manque général de compétences, les entreprises demandent d'avoir des programmes d'accompagnement gratuits et des formations gratuites. Effectivement, ce qui est assez intéressant de relever, c'est que les sollicitations proviennent majoritairement des petites entreprises de 1 à 9 employés, alors qu'à contrario, les grandes entreprises de plus de 5000 employés n'ont pas beaucoup de besoins à ce niveau-là. Et pour finir, effectivement, en termes de besoins, 10% des entreprises n'ont émis aucun besoin, puisqu'elles sont apparemment au bénéfice d'une démarche RSE déjà bien développée. Je remercie les 3 étudiants qui viennent de présenter et vous aurez largement le temps de les applaudir par la suite. Alors, pour conclure, je vais revenir sur les freins qui ont été mentionnés dans cette présentation, mais aussi les freins qui étaient mentionnés dans les 2 dernières éditions. Alors, Mario m'a un peu coupé l'herbe sur le pied parce qu'il en a déjà un peu parlé, mais
je vais quand même vous donner ce qui était ressorti il y a déjà de cela 4 ans, où les freins étaient principalement le temps, le manque de temps, le manque d'argent, ainsi que le manque de compétences. Dans la deuxième édition, il y avait un manque de fonds financiers, un manque de temps et un manque de compétences. Je pense que vous avez compris la suite, d'autant plus que vous avez bien suivi ce que Dylan a dit. La troisième édition, on a encore une fois un manque de temps, un manque de budget et peut-être aussi un manque de compétences. Alors je vais quand même reprendre le chiffre qu'a donné Dylan parce que on voit quand même que l'intérêt, ou en tout cas l'aspect du financier a quand même un peu réduit. Donc on peut voir qu'il y a quand même certains points qui peuvent se réduire d'une année à une autre. Mais ça reste quand même aussi pour montrer, parce qu'aujourd'hui on est dans un forum du management durable, on regroupe des entrepreneurs, on regroupe des cadres d'entreprise, on regroupe des employés d'entreprise, on regroupe des experts en durabilité, d'autant plus que c'est organisé par un canton, une chambre de commerce, et encore mieux, j'ai envie de dire, une université, une haute école. Donc j'ai comme l'impression que ces 3 acteurs peuvent répondre, et ils le font. Ils se sont déjà exprimés avec les 2 présentations qui nous ont précédés. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais on voit aussi qu'il y a encore un peu de travail à faire. D'autant plus que ça tombe bien, on est dans un forum, donc on peut partager ce genre d'idées, on peut discuter de ce genre de freins, et qui sait, peut-être que quand on refera un forum dans 10 ans ou l'année prochaine, j'en sais rien, je préfère pas m'avancer, mais qu'on pourra diminuer ces freins-là et que peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin dans les démarches RSE. Là, du coup, c'était la slide de la première édition, et du coup, la slide de la deuxième édition. Donc, on voit que ces aspects budget, temps et compétences sont revenus dans les 3 éditions. Maintenant, du coup, je remercie la CCIG, la Raiffeisen de nous avoir soutenus pour ce projet-là. Je remercie aussi du coup Capucine, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a été super à la supervision de ce projet. Mais du coup, surtout, je remercie les 13 étudiants, dont les 3 qui ont aujourd'hui présenté, donc Kumba, Dylan et Noah, ainsi que les 10 autres, je vais les citer: Kotomi, Louane, Katia, Erdan, Samson, Nour, Hugo, Laura, Emeric et Valentina. Et sur ces prénoms, vous pouvez les applaudir pour leur travail.